Bonjour et bienvenue sur Potentiel Podcast, le podcast des personnes jeunes, talentueuses et visionnaires qui aspirent à découvrir, développer et déployer leur potentiel. Alors, nous sommes toujours dans la saison C'est possible by Deo Gracias, où je te fais part de mon histoire, de mon témoignage personnel. Lors du dernier épisode, je t'ai raconté que ce qui était important pour moi à l'époque, c'était d'aider les autres. Et c'est pour cette raison qu'en 2018, j'ai rejoint un institut de formation qui s'appelle l'Institut de neurosciences appliquées, qui était une école de formation qui forme au métier de coach personnel et professionnel. À cette époque-là, ce qui m'a donné envie de pouvoir devenir coach, c'est parce que j'étais déjà passionné de développement personnel depuis plusieurs années. Ça faisait déjà maintenant, depuis 2014, que j'écoutais des vidéos de développement personnel, que je me formais, que je lisais des livres, que j'avais déjà participé à des événements, des formations. Et là, quand j'entends parler de cette école, le directeur, en plus c'était un coach que je suis, et je le suis au quotidien, et là j'entends parler du fait qu'il lance une école de coaching. Et quand je découvre cette école, je me dis c'est exactement ce que je veux faire. Et là, je veux devenir coach personnel. Et du coup, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'avais pas d'argent en fait. J'avais juste, je gagnais 1500 € à l'époque, et j'avais pas vraiment beaucoup d'argent. La formation, elle coûtait un peu moins de 6000 €. Et moi, je me suis dit, je sais que c'est mon métier, je sais que je veux devenir coach, mais je ne sais pas forcément comment faire. Et c'est alors qu'à ce moment-là, j'ai fait un appel avec le directeur de l'école, et je me rappelle, quand je parle avec le directeur, il me dit, je lui fais ma présentation en lui disant, voilà, moi ce que j'aime, c'est le coaching, je suis passionné de développement personnel, je l'écoute depuis plusieurs mois, ça faisait maintenant plusieurs années que je l'écoutais. Et ce qui s'est passé, c'est que, tu comprends bien, moi je gagne 1500 €, la formation elle a 6000 €, et je n'avais aucune épargne disponible pour pouvoir me lancer dans la formation. Et ce qui s'est passé, c'est quand j'ai fait l'entretien avec lui, il m'a dit une phrase qui m'a complètement marqué. Il m'a dit, tu as une bonne matière première, ramène-la, on va t'aider à la transformer. Et quand il m'a dit cette phrase, je me suis dit, waouh, lui aussi il reconnaît mon potentiel. Lui aussi il reconnaît que je suis, tout simplement que j'ai du potentiel, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que, bien que je n'avais pas l'argent, le fait qu'il m'ait dit ça, le fait qu'une personne extérieure que j'admire à ce moment-là, me dit ça, et je me dis, mais purée, en fait, j'ai de la valeur. En fait, je suis quelqu'un. Et je me rappelle à tel point que ça m'avait choqué. Après la séance de coaching, après l'appel de découverte, ça c'était en novembre 2018, j'ai un appel avec le directeur. Et puis à la fin de l'appel, j'appelle mon cousin, je lui dis, ouais, à toi Alpha. Je lui dis, oui Alpha, tu sais, j'ai eu l'entretien avec le coach, etc. Et devine ce qu'il m'a dit. Et quand je lui ai dit cette phrase, je me sentais tellement fier de moi. Tu sais, quand tu admires quelqu'un et que cette personne te donne une parole valorisante, tu te dis, waouh, en fait, je suis quelqu'un. Et quand il m'a donné cette phrase, je me suis dit, punaise, même si les autres ne croient pas en moi, lui croit en moi. Et je sais que si lui il dit ça, ça veut dire que j'ai de la valeur. En tout cas, ça c'était la façon dont moi je recevais les choses. Aujourd'hui, je t'encourage vraiment à travailler sur ton estime personnelle, parce que le problème c'est que finalement, quand tu ne travailles pas sur ton estime personnelle, toute personne extérieure va finalement déterminer ta valeur intérieure. Et tu deviens comme un panneau solaire, où tu es juste dépendant en fait des avis des autres, dépendant de ce que les autres disent. Ça c'était ma réalité à ce moment-là. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que quelques jours après, je rejoins l'institut. Et donc voilà, c'était la rentrée, et donc je rejoins la première session. Je me rappelle très bien, c'était le cycle 49. Et quand je rejoins ce cycle-là, je fais la formation de coach. Ça faisait 1 mois, 2 mois que j'avais déjà commencé. Et puis il s'avère qu'en fin d'année, vers décembre 2018, il s'avère que je suis toujours dans la fonction publique, je travaille comme contractuel, et mon contrat se terminait en fin décembre. Et là je me dis, mais attends, mon contrat va se terminer. Et je viens de rejoindre la formation de coach. C'est bien, c'est 6000 € à payer en plusieurs fois. Mais la vérité, c'est que moi, ma seule garantie, c'était quand j'avais ce salaire-là. Mais je savais que finalement, j'allais me retrouver au chômage. Donc je me suis dit, bon, peut-être qu'avec l'argent du chômage, je vais pouvoir payer. Mais il était hors de question pour moi d'attendre de finir la formation pour me former à comment
comment tout simplement développer une activité de coach. Comment est-ce qu'on fait pour développer un business de coaching? Parce qu'il y a le fait d'être un expert dans le coaching et après, il y a le fait de développer son entreprise de coaching comme un chef d'entreprise. Et pour moi, à ce moment-là, je me dis, il faut impérativement que je me forme. Ah, bonne nouvelle, et comme par hasard, c'est pas du hasard, hein, c'est tout simplement une opportunité. Laisse-moi voir 30 secondes. Et il s'avère que finalement, j'ai le directeur de l'école de coaching avec un autre de ses associés qui avait lancé une formation pour aider les personnes justement à développer un business de coaching. La formation, elle coûtait 2000 €. Il était possible de payer en plusieurs fois. Tellement que je n'avais pas, parce que finalement, je m'étais déjà engagé sur la formation de 6000 € que je n'avais pas payé. Et là, je me dis, je vais faire une formation à 2000 €. Et en fait, je voulais tellement la faire que je crois que le paiement, il était en... Je sais même plus si c'était 15 fois, je ne me rappelle plus. Je ferai le calcul. Une chose est sûre, c'est que je devais payer une échéance de 133 € par mois. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, pendant que je faisais la formation de coach, j'ai rejoint cette formation en même temps parce que j'étais pressé en fait de pouvoir apprendre comment est-ce qu'on fait pour commercialiser, son coaching, c'est-à-dire la dimension commerciale d'une activité de coach. Et donc du coup, en rejoignant cette formation en ligne, je découvre comment vendre, tout simplement comment on vend du coaching. Mais c'était une formation assez généraliste, mais qui parlait quand même des compétences commerciales à développer, notamment le relationnel, notamment le fait de créer une offre irrésistible, etc. Donc quand je rejoins cette formation, moi je me dis tout de suite, ah bah c'est simple, avec cette formation-là, dès que je finis la formation de coach, je vais pouvoir gagner beaucoup d'argent. Parce que je me dis, bah tiens, j'aurai appris à comment est-ce qu'on apprend à vendre tout simplement. C'était une formation sur la vente. Parce qu'en fait, il y a aussi une réalité, c'est que quand on est coach, souvent, on sait faire du coaching, mais on ne sait pas forcément tous vendre du coaching. Et donc, c'est pour cette raison que moi, je voulais faire cette formation. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est que je me retrouve maintenant en fin d'année. J'avais rejoint la formation, il me semble, début décembre. Et là, au mois de janvier, forcément, mon contrat s'est terminé. Il s'est terminé le 31 décembre. Et là, je me retrouve, du coup, j'ai plus de taf. J'ai la formation de coach que je dois continuer de payer. J'ai la boutique en parallèle que j'avais lancée, mais vas-y, je gagne pas d'argent dessus, donc j'y compte même pas. Donc je me retrouve, finalement, sans source de revenus vraiment fiable. Et je me rappelle à l'époque, en début 2019, je suis parti justement en voyage en Espagne pendant une semaine, à Barcelone pendant une semaine. D'ailleurs, c'était mon premier voyage où je suis parti seul pour la première fois dans un autre pays, tout simplement, apprendre une semaine pour me détendre. Je me rappelle, je suis allé à Barcelone et je crois que c'était la première fois que j'allais au zoo en Europe. C'est vrai en plus. Cherche, j'ai soif. En plus, j'ai mal à la gorge. Mais je suis quand même venu parce que je sais que tu as besoin d'entendre ce que je vais te dire aujourd'hui. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que du coup, je me retrouve là. Nous sommes en janvier 2019, et je me dis, mais c'est bien. Et je pars à Barcelone pendant une semaine, mais quand je reviens, j'ai pas d'argent, j'ai pas de sous. Et c'est la première fois de ma vie que je vais m'inscrire au Pôle emploi. La première fois que je suis parti à Pôle emploi, je me rappelle, j'habitais à Maison-Alfort à cette époque-là, et quand j'arrive à Pôle emploi, je sais pas comment t'expliquer, mais c'était trop glauque. C'est-à-dire que j'arrive là, il y a des personnes qui viennent pour demander qui n'ont pas reçu leur comment on appelle ça d'ailleurs, leur allocation. D'autres personnes qui viennent pour des formations. D'autres personnes viennent tout simplement pour s'enregistrer. Et moi, j'arrive là, je me dis, mais attends, mais qui m'a demandé d'arrêter mes études, punaise? Qu'est-ce que je fais au chômage à 22 ans? Qu'est-ce que je fais au chômage? Et quand j'arrive à l'agence, je regarde autour de moi, je regarde les personnes qui sont là, et j'attends dans le hall, et je me dis, mais... En fait, je sais pas comment t'expliquer, mais quand tu arrives dans cet environnement, tu as l'impression, c'est comme si... En fait, c'est vraiment un environnement à part. Je sais pas si tu as déjà vécu ça, mais n'hésite pas à me dire en commentaire, je sais pas si tu as déjà vécu ça,
Mais tu arrives dans un environnement où tu te dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Et je me rappelle les démarches, tu dois aller ensuite faire signer des documents à ton entreprise, ou du moins les envoyer, leur demander comme quoi maintenant tu as l'attestation de fin de formation, de l'attestation de fin de travail, etc. pour te permettre de pouvoir aller au Pôle emploi, renseigner des documents, bref, un vrai casse-tête. Et quand j'arrive là-bas, du coup j'arrive pour prendre mon premier rendez-vous avec une conseillère. Et je me rappelle le jour où j'ai pris rendez-vous avec cette conseillère, quand j'arrive, je rencontre d'autres personnes qui sont là et j'avais un sentiment étrange, c'était que j'avais l'impression que j'étais vraiment un extraterrestre. C'est-à-dire que pendant que d'autres venaient pour demander des aides, venaient pour demander une allocation, chose qui est tout à fait normale, hein. Ne te culpabilise pas si tu travailles et que tu te retrouves au chômage. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Parce que tu travailles, c'est un droit. Maintenant, moi, je parle beaucoup plus de l'état d'esprit à conserver quand tu te retrouves, par exemple, dans une période de chômage. Parce que le fait que tu sois en inactivité ne veut pas dire que finalement, tu es une personne, que tu es une personne nulle finalement. Parce qu'il y a le fait de faire une activité et ton identité. C'est deux choses différentes. À cette époque-là, de toute manière, comme moi, j'associais mon identité avec ce que je faisais, forcément, si je me retrouve au chômage, c'est-à-dire que je me pensais complètement nul. Si je me retrouve au chômage, je pensais que j'étais un bon à rien. Alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir. C'est juste que tu as une fin de contrat de travail et tu as droit en France, ayant cotisé, de bénéficier également d'une aide au chômage. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais c'est beaucoup plus, tu vois la perception des choses entre la chose qui est et celle que toi, tu te dis dans ta tête. Et puis, voilà, je m'inscris au chômage, je fais les entretiens, je rencontre d'autres personnes et tout ça. Et je me dis, mais je peux pas rester dans cette situation longtemps. Je peux pas du tout. Je voulais pas. Pour moi, c'était hors de question de rester dans cette situation. Mais quand même, je te cache pas que ça m'a quand même aidé. Et je vais t'expliquer pourquoi. En février 2019, je suis toujours en école de coaching. Et là, je lis un livre qu'on nous avait demandé de lire parce qu'en fait, pour avoir le diplôme de coach, il y avait tout un tas d'activités pédagogiques qu'il fallait respecter, notamment celle d'écrire un mémoire. Celle d'écrire un mémoire sur le thème de notre choix qui permettrait ensuite, qu'on pourrait réutiliser par la suite pour le faire lire à d'autres personnes et ça pourrait toucher d'autres personnes. Notamment, moi, c'était un mémoire dont le thème est dans les coulisses d'un sourire. À cette époque-là, j'étais déjà un peu en dépression, mais je ne le savais pas. Et ce qui s'est passé, c'est que pour écrire ce mémoire, on nous avait conseillé de pouvoir tout simplement prendre différents types de livres qui pourraient nous aider, qui pourraient nous inspirer sur les thématiques de notre choix. Et parmi la liste de livres qu'on pouvait lire, il y avait un livre qui s'appelle « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même » de Lise Bourbeau. Et quand je lis ce livre-là, je me dis, mais ce livre, il commence à mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Bah oui, je connais mon français, tu crois quoi? Et quand je lis ce livre, ça met des mots sur des mots et je commence un peu à en vouloir à mes parents, notamment à ma maman. Et je me disais, mais en fait, elle nous a abandonnés. Elle nous a abandonnés en fait. Elle nous aime pas. C'est pour ça qu'on est venu habiter en France. Toutes sortes de choses. Et en fait, je n'étais pas conscient à cette époque que j'avais beaucoup de blessures intérieures. Notamment, j'avais le sentiment d'abandon. Et j'avais le sentiment que j'avais été abandonné quand j'étais enfant. Et c'est paradoxal parce qu'en fait, ce sentiment-là, il est très douloureux parce que il y a une différence entre l'événement réellement vécu et le sentiment ressenti. Tu peux ne pas avoir été abandonné, mais le fait de ressentir ça, c'est encore plus dur parce que tu ne sais pas sur quelle base en fait tu t'appuies. C'est manifeste quand une personne t'a abandonné, tu le sais qu'elle t'a abandonné, donc on peut comprendre ta tristesse. Mais quand tu as vécu dans un contexte quand même aimant, avec des parents qui, voilà, ma maman qui m'aime, tu vois, avec des proches qui m'aiment, bah en fait, tu te dis, mais en fait, je me sens abandonné, tu vois. Donc c'est là que tu comprends qu'en fait, ce n'est pas forcément quand tu es réellement abandonné, mais ce sentiment-là, il peut avoir des conséquences sur tes attitudes, sur tes comportements, sur les choix que tu fais. Et je vais poursuivre et t'expliquer pourquoi. C'est que quand je lis ce livre-là,
Je passe d'un sentiment de tristesse permanent que je ressentais dans mon cœur à un sentiment de colère. Alors que je découvre les blessures intérieures, au départ, j'avais une tristesse profonde, inexprimée. Je ressentais souvent une tristesse, mais je ne savais pas forcément mettre les mots dessus. Je ne savais pas d'où venait cette tristesse. C'est-à-dire que quand j'étais avec d'autres personnes, j'étais toujours joyeux. Mais quand je me retrouvais dans mon coin, parfois je me sentais seul. Je ressentais une profonde solitude. Mais je ne savais pas forcément pour quelle raison je ressentais cette solitude. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu ce livre, je suis rentré dans cette quête en fait de vouloir guérir, en fait, de me guérir des blessures intérieures. C'est-à-dire que je vais à la librairie, je commence à chercher d'autres livres sur cette thématique, à regarder des vidéos YouTube sur la même thématique. Comment sortir des blessures intérieures. Je commence à suivre des chaînes YouTube, je commence à regarder des livres. Bref, je me dis juste à ce moment-là, je n'en peux plus de cette situation, il faut impérativement que je sorte de là. Et ce qui se passe, c'est que en mars 2019, toujours en février 2019, je me dis, ok, là, avec tout ça, je dois encore plus prouver à ma mère que j'avais raison. Je dois encore plus prouver à ma mère que je vais réussir à gagner de l'argent, ce qui me permettra de partir définitivement de la maison. Et c'est là qu'est née davantage une motivation un peu malsainte sur le fait de me dire il faut impérativement que je lui montre que j'ai réussi, que je vais réussir. Parce qu'en fait, je suis passé d'un sentiment de tristesse à un sentiment de colère dès lors que j'ai commencé à mettre des mots sur ce que je ressentais. C'est comme si, au départ, c'est une tristesse parce que c'est inexpliqué. Et finalement, le jour où tu prends conscience de ça, d'une chose, tu te dis, mais en fait, on s'est foutu de moi. En fait, on s'est moqué de moi. En fait, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Et c'était juste une question de sentiment. Et je ne sais pas si tu sais, senti, ment. Dans senti, il y a ment parfois. Mais je ne le savais pas jusqu'à présent. Et donc du coup, en février, je me dis, bah tiens, je veux gagner de l'argent tout de suite, now. Donc n'oublie pas, j'avais déjà fait ma formation. J'avais déjà rejoint la formation à 6 000 €. Je n'avais pas encore fini de payer la formation. J'ai rejoint l'autre formation à 2 000 €. Je n'avais toujours pas fini de payer la formation. Et là, devine quoi? Je vais m'engager sur une formation à 7 500 €. Déo, toi, mais... En fait, regarde. Tu sais, je faisais des choix comme cela parce que, bien que je n'avais aucune visibilité financière, parce que le chômage, ne t'inquiète pas, j'avais travaillé 5 mois, il allait s'arrêter. Hein, et la boutique, elle ne rapportait rien du tout. Donc, je partais prendre des engagements financiers à gauche, à droite, tout simplement parce que, pour moi, comme on dit, la fin justifie les moyens. Est-ce vrai? Je ne sais pas. Mais à ce moment-là, mon but était de prouver à ma mère que j'avais raison. Mon but était de prouver à ma mère que j'allais réussir à gagner de l'argent, chose qui ferait que je ne retournerais pas aux études. Mais la réalité, c'est que mes motivations, c'était simplement dans le but d'impressionner, dans le but de montrer que je peux réussir par moi-même. J'avais beaucoup d'orgueil, mais je n'en étais pas conscient à ce moment-là. Et ce qui s'est passé, c'est que je me dis, bah tiens, je vais faire une nouvelle formation. Et là, je découvre une formation de coaching haut de gamme. Et je découvre une vidéo sur YouTube qui parle de formation de coach, comment développer son business de coaching en proposant du coaching haut de gamme. C'est-à-dire un coaching qui vaut entre 1000 et plus. En moyenne, il y a des offres entre 1000 et 3000, 3000, 5, 6 000 €. Et après, il y a des offres à plus de 10 000 €, des offres à plus de 50 000 €, bref. Et après, des offres à plus de 100 000. Il y en a pour tous les budgets. Et en fait, à ce moment-là, je suis toujours en train de faire la formation de coach. J'ai déjà fait une formation commerciale que je n'ai pas fini de payer. Mais je vais déjà partir dans une formation de coaching haut de gamme. Et donc du coup, je me dis, tiens, je vais faire la formation. Je parle à un de mes amis, j'appelle Vincent. Je lui dis, hey, Vincent, tu sais que là, j'ai envie de faire une formation de coach et tout ça, une formation de coaching haut de gamme. Parce que moi, il faut impérativement que quand je sors de la formation, je gagne tout de suite de l'argent.
Parce que là, il est hors de question que pour moi, que je rentre à la maison en septembre, parce que j'avais quitté la maison déjà depuis 1 an. Ma mère, elle me disait toujours, fais ce que tu veux, il n'y a pas de souci, je t'attends en septembre pour les cours. Moi, je me disais, c'est hors de question. Je voulais pas, j'avais la flemme. Je voulais pas, en fait. Pour moi, c'était paradoxal. Je suis parti de chez moi, du jour au lendemain. Je me retrouve à travailler dans la fonction publique et je me rends compte que, punaise, je veux pas faire ça. Je relance une boutique, vas-y, elle rapporte rien du tout. Je fais une formation de coach, je me dis c'est ce que je veux faire, mais je ne sais pas comment gagner de l'argent avec ça. Et donc du coup, je me retrouve face à un truc, c'est que je suis impérativement dans l'obligation, selon moi, de gagner de l'argent rapidement. Comme ça, quand je gagne de l'argent, septembre, maman, tu me verras pas. C'est ce que je me disais à cette époque, tu vois. Et du coup, je postule pour la formation de coach. Bah oui, crois pas, pour une formation de coaching haut de gamme, tu viens pas comme ça, tu t'inscris, oui, tiens, je m'inscris à la formation. Et généralement, tu as un appel découverte. Je te donne des clés. Tu as un appel découverte. Et durant cet appel découverte, on découvre ton besoin. La personne ensuite, si elle pense que tu es une personne qualifiée, c'est-à-dire une personne qui pourrait convenir à son offre, elle va te faire la proposition généralement à la fin de l'entretien. Et moi, quand je finis j'appelle mon pote Vincent. Je lui dis, Vincent, moi, tu sais, je veux m'inscrire à une formation. Seul hic, c'est qu'elle coûte 7 500 €. La formation, elle coûte 7 500 €. Tu comprends bien. Moi, j'ai toujours pas d'épargne. Ma seule priorité, c'est de gagner de l'argent rapidement. Et je me rappelle, j'étais un jeudi. J'étais parti, je crois que c'était au but de Chaumont avec Vincent. On parle, je lui parle de mes projets. Je lui dis, Vincent, tu sais que là, j'ai projet de faire une formation, etc. Mais ça va coûter 7 500 €. Mais dans tous les cas, je vais trouver l'argent. Quoi qu'il arrive, je vais trouver l'argent. Et tu sais, à cette époque-là, pas d'épargne. Juste un gars qui veut gagner de l'argent vite et bien. Parce que je ne veux pas retourner à l'école en septembre. Et c'est ça, en fait, qui fait que ça me drive. Ça me drive. Je me dis, non, il faut que je gagne de l'argent. Et là, je me rappelle, on part au but de Chaumont. On passe la journée ensemble. On discute. Et là, le soir, je lui dis, tu sais, Vincent, moi, je veux vraiment m'inscrire à la formation. Et je crois que le lendemain, je fais la session découverte avec la société qui proposait cette formation de coaching haut de gamme. Et je fais l'entretien avec le gars. J'ai pas d'argent. Mais je pars m'engager dans des formations à 7 500 €. Aujourd'hui, je ne te recommanderais pas de faire ça. Va pas prendre des engagements financiers si tu sais que tu peux pas assumer. Vous croyez qu'on est là pour rigoler? Va prendre des engagements, tu vas voir après. Et là, je fais la session découverte. Voilà, il me fait la découverte, etc. Très bien. Le seul petit problème, c'est qu'à la fin de la formation, il me dit le prix de la formation que je ne connaissais pas. 7 500 €. Et moi, je me gratte la tête. Je me dis, mais 7 500 €, ouais, c'est cool, mais moi, j'ai pas d'argent. Après, il me convainc. Il me fait comprendre que finalement, c'était un investissement de 7 500 €, certes, mais qu'il y a des clients, au bout d'une semaine, de 2 semaines, arrivent déjà à vendre une offre de coaching à plus de 1 000 €. Et de toute manière, je ne peux même pas dire que c'est de sa faute. Parce que parfois, on se dit, mais on s'est fait arnaquer. Je ne peux pas dire que je me suis fait arnaquer. Je me suis juste précipité par ce qu'il y avait dans mon cœur, par le fait que je voulais juste impressionner les autres, impressionner mes parents, en disant que je gagne de l'argent. Donc, derrière toi, si tu proposes un coaching haut de gamme, ne te fais pas de soucis. Si tu proposes un prix cher, en te disant que tu arnaques les autres. Si tu sais que ton offre, elle répond à un problème, à un besoin, et que ta solution, c'est vraiment une solution à un besoin ou qui résout un problème, propose. Moi, j'aurais très bien pu ne pas y aller. Parce que la vérité, c'est qu'à cette époque-là, je gérais archi mal mon argent. J'étais à découvert, j'avais un compte au Crédit Agricole, je crois. Et à cette époque, j'avais grave des découvertes sur mon compte. Et donc, du coup, pour moi, à ce moment-là, je me dis, mais tu sais, je veux bien faire la formation, mais j'ai pas d'argent. Et là, je me rappelle, il me dit, ok, pas de souci, je te fais confiance. Si tu veux trouver l'argent, si tu penses que tu peux trouver l'argent, il n'y a pas de souci, tu vas faire un premier paiement et ensuite tu vas accéder à la formation. Tu n'es pas obligé de tout payer.
Et là, je me dis, yes, c'est ce que je vais faire. Et j'appelle Vincent, je lui dis, ouais Vincent, tu sais que là, je vais... et voilà, j'ai fait la session de découverte, etc. Il faut que je fasse un premier paiement de 1500 €. J'ai pas l'argent, mais dans tous les cas, je vais trouver l'argent dans les 48 heures. Parce qu'il m'avait dit, si jamais, dans les 72 heures ou dans la semaine, tu trouves l'argent, je te donne accès à la formation, tu as accès à toute la formation. Et généralement, rien qu'avec l'accès à la formation, il y a certains de nos clients qui arrivent à avoir déjà des résultats. Donc moi, je me dis quoi? Je réfléchis pas au fait que ça va me coûter 7500 €. Je suis juste en train de réfléchir au fait que 7500 €, je vais créer une offre à 2000, 3000. Ok, donc en quelques clients, je rentabilise ma formation. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me dis, j'ai 4-5 clients avec une offre à 1500 €, je rentabilise ma formation. Mais les choses ne se sont pas passées comme ça. Je dis à Vincent, tu sais, quoi qu'il arrive, je vais trouver l'argent. Et je me rappelle, tu sais, il y a une chose que j'ai comprise à cette époque-là quand même, c'est que je t'en parlerai de toute façon dans une autre saison, on parlera de la vision. Mais c'est à cette époque que j'ai compris que quand tu veux faire un projet, l'argent c'est important, c'est vrai. L'argent c'est important, mais c'est pas toujours le critère numéro 1 qui va faire que ton projet 1 va réussir ou que tu vas pouvoir démarrer ton projet. C'est là que j'ai découvert que j'avais une force pour l'enthousiasme et pour la persuasion. Je parle avec Vincent, je lui dis, tu sais quoi qu'il arrive, je vais trouver l'argent pour la formation. Et je lui fais mon speech, et je te promets que j'étais sûr à 100% que j'allais trouver cet argent. C'est-à-dire que pour moi, et même la personne qui allait me prêter de l'argent, j'allais lui dire que c'était une opportunité pour moi et que j'allais lui rendre dans le mois à venir maximum, et limite même s'il faut payer des intérêts, je vais payer avec intérêt. Et c'est ça aussi une clé, c'est que quand tu veux faire quelque chose, il y a aussi ta conviction. Il y a aussi ta conviction va faire qu'une personne qui est convaincue sera convaincante. Une personne qui est passionnée sera passionnante. Et c'était ce que je me disais à l'époque, tu vois. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai découvert que quand tu crois en un projet, tu crois en quelque chose, limite, tu dois faire en sorte que la personne ne se dise pas « Ah ouais, mais non, je vais juste l'aider, est-ce que je dois l'aider ?» C'est plutôt, la personne doit se voir comme un investisseur pour ton projet. La personne doit se dire « Je veux avoir l'opportunité de participer à ça. » Et c'est comme ça que je pense que Vincent s'est vu. C'est qu'il me dit à un moment donné, mais toi tu cherches, tu me parles de trouver de l'argent, mais moi je peux te prêter de l'argent. Je dis non, mais Vincent, tu sais, moi t'inquiète pas, je vais trouver l'argent dans tous les cas, si je trouve pas, là je reviendrai vers toi. Et après, je réfléchis après notre échange, la discussion, et le lendemain je lui écris, mais tu sais Vincent, en vrai, on n'est pas obligé de faire comme ça. Hein. Tu peux me prêter l'argent, comme ça ira plus vite. Et là, il me fait un premier prêt de 1500 € pour payer l'échéance. Et là, je me rappelle, j'appelle la société. Le lundi, je reçois l'argent. Je me rappelle, il avait un compte. Ils me font la reconnaissance de dette et tout ça. Je connaissais même pas ça. D'ailleurs, si tu prêtes de l'argent pour éviter les frustrations, sois à l'aise avec le fait de faire parfois des reconnaissances de dette. Et là, je reçois l'argent sur mon compte, en virement instantané. Et j'appelle la société direct. Ouais, j'ai trouvé les 1500 €, je suis prêt à commencer à payer la formation. Même le gars, il était choqué. Comment j'ai trouvé l'argent aussi vite? Moi, je lui avais dit en fin de semaine prochaine, je vais trouver l'argent. Et j'ai trouvé l'argent dans les 48 heures. Ça veut dire que ce jour-là, j'ai compris quelque chose. Quand tu as un projet, c'est les personnes qui doivent se dire, punaise, je veux avoir l'opportunité de rejoindre ce projet. C'est-à-dire que tu viens pas quémander de l'aide, tu viens pas quémander un soutien. Tu viens faire participer les gens à ton projet. Et c'est pas la même chose. Je dis ça comme ça, j'ai rien dit. Et je rejoins la formation de coach en 2019, toujours en février. Et là, je découvre les modules de formation et je me dis, punaise, c'est top. La formation, en plus, elle est quali. Elle est qualité. Et je fais la formation. Et je me dis quoi? Il faut que je fasse vite de finir tous les modules parce que il reste quelques mois avant que la formation de coach se termine. Nous sommes en février, il reste mars, avril, formation de coach se termine. Donc, il faut tout de suite que quand je termine, je puisse avoir de l'argent pour monétiser. Il faut que je puisse avoir les compétences pour monétiser tout de suite mes compétences. Et là, le programme avance, le mois de mars arrive, le mois d'avril arrive. Et au mois d'avril,
Et je me dis, bah, j'ai bientôt fini la formation de coach. En fin d'année, il me semble que la remise des diplômes et tout ça, je crois que c'était le fin avril, je crois que c'était le 25 avril. Et je me dis, il faut que dès que j'ai la certification, je vais pouvoir monétiser. Et d'ailleurs, permets-moi de te dire quelque chose. Je pense à ça à l'instant. Tu sais, il y a des personnes qui pensent qu'il faut impérativement avoir une certification, une approbation pour gagner de l'argent. C'est pas vrai. Tu sais, j'avais un grand défi, c'est que je voulais gagner de l'argent, mais j'avais un grand défi, c'était le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, tu te dis, mais attends, qui moi je suis? Je n'étais rien, je ne connaissais rien en coaching. Qui moi je suis pour commencer à venir aider les gens et gagner de l'argent? Si aider les gens ne rime pas avec gagner de l'argent, demande au chirurgien, demande au médecin. Il y en a qui ont des revenus confortables. Est-ce que le fait de gagner de l'argent veut dire ne pas soigner? Est-ce que le fait de gagner de l'argent veut dire ne pas aider les autres? Non, c'est pas vrai. Après, ça c'est une question de mindset et aussi d'éducation financière que je n'avais pas à l'époque, ou du moins elle était très faussée. Et donc du coup, je me dis, mais ok, là le mois d'avril arrive, la fin de l'année, la fin de la formation de coach se termine bientôt, comment je vais faire? Il faut que je gagne de l'argent. Et là, en avril, début avril, je vois l'échéance du mois d'avril arriver. Je crée une société, Zone de Génie, une société de conseil de formation qui avait pour vocation justement d'accompagner des professionnels de la relation d'aide. Donc mon but, comme je me suis formé au coaching haut de gamme, je voulais moi-même accompagner des clients à créer leur offre de coaching haut de gamme. Il y a une chose qui m'a toujours drivé, c'est que avant de proposer quelque chose aux autres, je voulais toujours tester. C'est pour ça que moi-même j'ai investi dans un coaching haut de gamme, parce que je voulais apprendre comment est-ce que on nous traite dans un coaching haut de gamme, comment est-ce qu'on se fait vendre un coaching haut de gamme, comment est-ce qu'on structure un coaching haut de gamme. Il y avait une chose quand même, c'est que je ne voulais pas proposer aux gens des choses que moi-même je n'avais jamais expérimenté. C'est-à-dire que quand je voulais dire à quelqu'un, tiens, je vais te facturer un coaching haut de gamme de tel prix, je voulais moi-même être finalement le témoin de ça. C'est pour ça que j'avais voulu investir dans ce coaching haut de gamme. Je n'avais pas forcément besoin de le faire à ce moment-là. Rappelle-toi, je suis en train de faire la formation de coach. J'avais déjà fait une formation commerciale que je n'avais pas fini de payer. Et je m'engage dans une autre formation, tout simplement parce que je suis pressé. Début avril, je crée la société. Et là, création de société, je ne me suis pas pris la tête. J'ai pris une société de prestation de services. Aujourd'hui, il y en a plein en ligne. Et je ne veux pas te citer des noms parce que tu vas trouver toi-même. Il y a plusieurs sites qui te permettent aujourd'hui, des sociétés qui te permettent aujourd'hui de pouvoir en fait déléguer la création de ton entreprise. Et à cette époque, je suis passé par une société en ligne qui m'a fait les statuts, qui m'a fait le cabis, qui m'a permis également d'être en relation avec une société de domiciliation de revenus. Domiciliation de revenus, ça c'est les lapsus de banquier ça. De domiciliation de société. Donc en gros, quand tu as une société, tu n'es pas obligé de la domicilier dans ton bureau, tu n'es pas obligé de la domicilier par exemple chez toi, tu peux la domicilier dans un espace de domiciliation, ça existe, ça te permet d'avoir un nom de société qui n'est pas rattaché à ton adresse. Bah oui, c'est des choses qui ne coûtent pas forcément très cher, ça t'évite que les gens viennent pour un oui, pour un non chez toi. Même si c'est rare que les gens viennent chez toi comme ça, ça permet au moins de pouvoir séparer ta vie pro et ta vie perso. Et ce qui s'est passé, c'est que pour créer cette société, j'ai fait appel à cette entreprise qui m'a même trouvé un comptable. Donc avec cette société clé en main, j'avais à la fois ma société de domiciliation où j'allais domicilier mon entreprise, et je l'ai domiciliée dans le 14e. J'avais un comptable avec qui j'étais mis en relation. Il m'a mis en place les statuts par les juristes directement. Donc, si tu veux, c'est une offre clé en main. Très honnêtement, moi, c'est pas mon truc, les paperasses administratives pour les créations d'entreprises. Ça, c'était quand même en 2019. Je pense que les choses ont dû évoluer et qu'il y a beaucoup plus aujourd'hui d'entreprises qui permettent ce genre de service, de création d'entreprise en quelques clics. Aujourd'hui, en ligne, créer une entreprise, c'est devenu quelque chose aujourd'hui qui est plus facile qu'il y a encore de longues années. Parce qu'on connaît quand même aussi beaucoup de choses qui freinent les entrepreneurs. C'est cette lourdeur administrative qui font en sorte que déjà, tu veux lancer un business, mais tu dois te focaliser sur la partie administrative. Ça, moi, j'avais la flemme. Donc, j'ai tout délégué à une entreprise. Et je crée cette société et j'étais hyper fier de moi.
Donc du coup, pour créer cette société, j'avais besoin de mettre simplement un apport. J'avais mis 500 €, je crois, en capital social. Quand tu veux créer une entreprise, voilà, si c'est une société, si tu es auto-entrepreneur, tu n'es pas obligé d'avoir une société. Mais quand tu es en société, moi j'avais pris une SASU à l'époque, c'était une société anonyme par action, société anonyme, je me rappelle même plus. Non, c'était société à action simplifiée, unipersonnelle, voilà. Et donc du coup, je crée cette société et là, je me prends tout de suite pour l'entrepreneur du 21e siècle. Je me dis, là, je suis un entrepreneur, j'ai un business, je loue un bureau. Et je me rappelle la première fois que je suis parti chercher un comptable. Parce qu'après, tu rentres dans tout cet univers-là. C'est-à-dire que tu passes d'auto-entrepreneur à création de société. Donc, tu découvres les réalités d'un entrepreneur. C'est-à-dire que tu vas voir un comptable. Je me rappelle, je suis parti voir plusieurs cabinets. Comptables. Le premier cabinet comptable, je crois que je suis parti voir, je crois que c'était dans le... Je sais plus si c'était dans le 8e, bref, je me rappelle plus. Et je me rappelle, tu te retrouves devant un comptable, tu dois expliquer ce que tu fais. Tu dois expliquer ton activité, les services dont tu auras besoin. Et il y en a certains même qui te rajoutent parfois des services, tu n'en as même pas besoin. Et je découvre en fait que un comptable, voilà, le métier de comptable. Voilà, je découvre le métier de comptable. Et je me rappelle, quand je suis parti voir, j'ai dû voir 3 comptables. Le premier cabinet de comptable où je suis allé, la personne m'a reçu. Mais et je ressentais un profond mépris. C'est-à-dire que la personne, elle me regardait. J'avais vraiment le sentiment d'être méprisé, de me dire c'est qui ce jeune là qui crée une société. Tu vois, j'avais le sentiment d'être méprisé. Et en plus, ce qui m'avait fait le plus mal, c'était une personne qui avait à peu près les mêmes pigmentations. Et donc du coup, tu te dis, mais attends, c'est comme s'il y a un sentiment de... je sais pas, à un moment on doit s'encourager entre nous, tu vois. On doit s'encourager, tu vois, quand tu vois quelqu'un, tu vois ton frère faire quelque chose, tu dois l'encourager. T'es pas juste là à le regarder avec un sentiment de mépris. Et je suis parti voir un autre cabinet, je me rappelle, c'était dans le 16e. Quand je vais voir ce cabinet, elle me fait sa présentation, etc. Elle me parle de choses dont je n'avais pas forcément besoin. Et après, je lui envoie un mail pour lui dire « Ouais, merci, cette offre-là ne me convient pas, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. » Elle ne m'a jamais répondu, elle avait pris le seum. Et après, un jour, je vais dans un autre cabinet comptable. Et là, le gars, il me reçoit. Le comptable me reçoit. Et quand j'arrive là-bas, je me sens comme un grand. C'est-à-dire que j'arrive, le comptable, il me reçoit. C'est un grand cabinet. J'arrive, le comptable me reçoit. Serre la main, il me présente le cabinet, il me présente les différentes personnes qui travaillent au cabinet. Et je me sens tout de suite... genre, je suis une grande personne, tu vois. Après, je rencontre maintenant j'ai dû voir aussi... ouvrir un compte bancaire en ligne. Tu dois avoir également obligatoirement un compte de société. Et ce compte te permet de faire en sorte que ton activité personnelle soit complètement séparée de tes activités perso. Ne va pas t'hasarder si tu as une société à commencer à faire des dépenses personnelles, hormis si elles sont liées à ton activité. Je ne veux pas parler de ça aujourd'hui, mais à vivre comme si voilà, tu vas à la boulangerie, tu vas au McDo, tu fais tes dépenses perso avec l'argent de la société. Fais attention, fais très attention. Mais en tout cas, j'arrive chez le cabinet comptable, il me fait la présentation des associés, etc. Et je me dis waouh, des personnes qui travaillent, je me dis waouh, je suis quelqu'un. Je me rappelle quand je sors du cabinet, je suis comme ça, en train de sortir du cabinet, genre en mode purée Déo, il a percé, hein. J'ai percé, genre vraiment j'ai percé. Et j'ai dû rencontrer également société de domiciliation. Tu arrives, c'était Avenue du Maine. C'est une société où tout simplement tu viens pour domicilier ta société, tu viens te poser, on te présente un petit peu le fonctionnement, j'ai signé un contrat et j'avais la possibilité également de louer un bureau avec la société de domiciliation. C'est comme ça que j'ai pris je venais louer des bureaux sur place quand j'avais besoin de travailler. Avec ça, tu as également, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat ou quand tu crées une société, tu vas également découvrir la partie fisc. Tu vas découvrir la partie fiscale, c'est-à-dire que tu dois être en contact avec le trésor public de la ville, notamment les impôts locaux, hein. Tu dois payer des impôts locaux. Cette partie-là, je ne gérais pas forcément puisque c'était le comptable. Donc, je crée cette société, je viens de te raconter un petit peu les différentes étapes par lesquelles je suis passé. J'ai dû avoir également un compte professionnel. J'étais passé par une banque en ligne.
archi bien. J'étais passé par un compte de société 100% en ligne. Ils étaient très réactifs, très efficaces. Je voulais pas forcément un compte banque physique parce que j'avais eu l'expérience d'avoir ouvert un compte physique avec mon compte auto-entrepreneur, d'ailleurs au Crédit Agricole, et je m'étais retrouvé à découvert et tout ça. Donc je me suis dit non, c'est fini les banques physiques parce que sinon quand il va me convoquer, j'aurais honte d'y aller. Après avoir créé cette société, je voulais gagner de l'argent aussitôt, vraiment aussitôt. J'ai même pas fini la formation, j'ai créé la société. J'avais déjà fait 3 formations. Et là, je me dis bon, il faut que je gagne de l'argent maintenant. Et donc du coup, comme j'avais appris à comment structurer une offre de coaching haut de gamme, j'arrive à avoir mes premiers clients en même pas, pour le coup, au moment où je me suis dit tiens, je vais vraiment me lancer, créer ma propre formation, sincèrement, j'ai eu des clients en même pas un mois. La première personne que j'ai eue, je venais tout juste de finir la formation de coach. C'est-à-dire que j'ai fini la formation de coach en avril 2018. Mais comme je n'avais pas fini de tout payer, on ne pouvait pas forcément me donner le diplôme. Pas de bras, pas de chocolat. Pas de paiement, pas de diplôme. Et là, donc du coup, j'ai la formation je finis ma formation de coach. Et je me dis, mais il faut obligatoirement que je gagne de l'argent vite, tu vois. Et ce qui se passe, c'est que je lance mon business de coaching. Après avoir créé la société, donc du coup, il fallait que maintenant je puisse gagner de l'argent. Je crée une offre d'accompagnement. Il y a un programme de coaching de 3 mois. Un programme de coaching de 3 mois pour aider les coachs eux-mêmes à développer leur coaching haut de gamme. C'est-à-dire que moi-même, je venais d'être formé. Mais comme je me suis formé et j'ai vu comment est-ce qu'on vend du coaching haut de gamme, je me suis dit, c'est pas de souci, je vais faire la même chose, je vais apprendre aux autres personnes de faire à vendre leur coaching haut de gamme. Et là, je me retrouve à avoir mon premier client de coaching haut de gamme. Et je suis choqué. C'est-à-dire que je fais mon premier coaching, je fais l'appel découverte, je pratique tout simplement ce que j'ai appris. Donc du coup, là, je vais te partager quelques clés, quelques étapes par lesquelles je suis passé pour commencer à vendre du coaching haut de gamme. Donc du coup, là, je crée mon offre. Une offre, c'est tout simplement le fait d'avoir un problème précis à résoudre auprès d'une cible précise en la faisant passer par des étapes précises. Et donc du coup, quand je crée mon offre, ma première cliente, je fais la présentation de mon offre, etc. Et là, elle me dit, je lui fais l'appel découverte, chose que j'avais appris à faire lors de la formation. Je fais l'appel découverte avec elle. Et là, elle me dit, je veux faire la formation, mais par contre, moi, ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir des résultats. Et donc, du coup, moi, je suis là, je me dis, mais je connais en théorie comment vendre une formation de coach. Mais quand la cliente me dit oui, je fais la session de découverte. Et à la fin du coaching, je lui propose mon offre. Et là, elle me dit, d'accord, tout ça, c'est bien, mais c'est combien? Et je lui dis, c'est 4 800 €. Moi-même, je me tiens la tête. Gros silence. Là, c'est vraiment le jeu le premier qui parle a perdu. Et je te promets, je lui dis moi-même le prix. Je suis comme ça, derrière la caméra, derrière le téléphone. En train de me dire... qu'est-ce qu'elle va dire? Et là, elle me dit, c'est bon, je veux faire le coaching avec toi. Je veux faire le coaching avec toi. Par contre, est-ce que je peux payer en plusieurs fois? Et je me rappelle très bien. Je lui envoie mon lien PayPal. Elle m'envoie 400 €. Elle m'envoie 400 €. Première fois de ma vie, je gagne de l'argent aussi vite. Et là, il y a un truc qui se passe dans ma tête, c'est que je me dis, mais punaise, c'est pas possible tout ça. Toutes les vidéos YouTube que je regarde, c'est vrai, genre. Et je me dis, c'est pas possible. Et là, je fais la formation. Je lui propose le programme. Elle me dit oui, elle me vire l'argent. Et tout de suite après, et je me rappelle, j'appelle mon frère, j'appelle mon cousin, je lui dis, mais ouais, tu sais que là, je me suis lancé dans le coaching et tout ça, c'est vraiment, ça marche. Et là, je viens de gagner 400 €. Tu vois, quand tu n'as jamais eu l'habitude de gagner de l'argent, dès qu'on te donne une petite somme, ça y est, frère, tu perds la tête. Et il y a une chose qui s'est passée ce jour-là, c'est que je me suis dit,
si une personne accepte de prendre 4 800 €, accepte de payer 4 800 €, mes calculs, ils sont très simples. Si j'ai 10 personnes dans l'année, j'ai 48 000 €. Donc tu vois, dans ma tête, ma réalité, elle change. Bien que je n'avais pas encaissé cet argent entièrement, rien que le fait d'avoir une personne qui m'ait dit oui, je me suis dit, c'est possible. Tu vois, lorsque je te dis que c'est possible, c'est que c'est vraiment possible. Donc peut-être que toi aussi, tu te dis, mais genre, moi, je vais lancer une offre, je vais lancer mon entreprise, mais je n'ai pas de clients. Tu as peut-être un besoin de 3 oui. Même déjà un seul oui, tu peux te dire c'est hasard. 2, coïncidence. 3, c'est que vraiment, tu as ton offre attire. La Bible dit d'écouter finalement, lorsqu'on parle d'une personne, de s'arrêter sur une déposition lorsqu'il y a 2-3 témoins. C'est-à-dire que dès qu'il y a 2-3 personnes qui sont déjà intéressées par ce que tu fais, il y a de grandes chances qu'il y ait 20, 30, 200, 300, 2000, 3000 personnes ou des milliers et de millions de personnes qui sont intéressées par ce que tu fais. Donc, si jusqu'à présent, tu n'as même pas une personne qui est intéressée par ce que tu fais, je n'ai rien dit. Donc du coup, à ce moment-là, elle me dit oui. Et là, je fais mes calculs très simples. Je me dis, mais attends, c'est très simple. Je sais que cette année, je vais gagner beaucoup d'argent. La semaine d'après, je me dis, bah tiens, je vais commencer l'accompagnement. On commence l'accompagnement. Donc, je commence à travailler avec ma cliente. Je commence à travailler avec ma cliente sur son accompagnement. Donc, c'est-à-dire comment trouver une offre, comment bâtir une offre, c'est-à-dire trouver une cible précise, connaître ses aspirations, connaître ses besoins, ses problèmes. Deuxièmement, avoir une offre qui résout un problème. Ensuite, le fait de pouvoir avoir un plan d'action par lequel va passer la personne durant ton accompagnement pour résoudre son problème. Donc, je me rappelle, j'ai travaillé avec elle sur quelle est sa cible, quel est son problème. Et au bout d'1 semaine, 2 semaines maximum, j'ai ma deuxième cliente. Je fais une session de découverte avec elle. Et puis à ce moment-là, j'augmente mes prix de 1000 €. Je passe de 4 800 € à 5 800 €. Et je me rappelle, et je me dis, mais yes. J'appelle encore une fois de plus mon frère. Je lui dis, tu sais, je propose du coaching, ça marche. Et je vais gagner beaucoup d'argent cette année. Et j'avais pour objectif de gagner 300 000 €. Tu sais, il se passe un truc de malade. C'est-à-dire que quand tu gagnes, tu fais tes calculs. Tu te dis, avec 2 clients, je suis un peu moins de 10 000 €. Donc tu te dis quoi? Tu te dis, mais si à 2 clients, tu as 10 000 €. Bah c'est simple. Tu multiplies par 5 clients, 10 clients, 20 clients, 50 clients, tu vas gagner énormément d'argent. Donc moi, à cette époque, de toute manière, ça casse un plafond de verre dans ma tête. Je me dis, mais comment est-ce que tu peux gagner de l'argent comme ça? Et quand je fais cette session découverte avec l'autre cliente, je me rappelle, j'avais une première session d'1h30. On avait discuté pendant 1h30. Je lui ai expliqué l'offre. Et ensuite, elle m'a dit, je suis intéressé, est-ce que tu peux me réexpliquer à nouveau? Il y a des clients qui ont besoin parfois que tu leur expliques plusieurs fois. Et parfois, les objections de tes clients ne veulent pas dire qu'ils ne veulent pas. S'il n'y a pas d'objection, c'est que parfois la personne, elle s'en fout, tout simplement, elle est désintéressée par ton offre. Mais quand elle vient pour faire des objections, c'est que parfois, elle a juste besoin de clarification, d'éclaircissement. Et donc, je refais avec elle un coaching d'1h30. Et là, après 3 heures, elle me fait un premier paiement de 938 €, il me semble. Et je lui envoie, je regarde mon téléphone sur Stripe, et je vois 938 €. Je deviens malade, je deviens ouf. Je dis quoi? Mais comment on peut gagner de l'argent aussi vite? Comment on peut gagner de l'argent aussi vite? C'est-à-dire que je me suis dit, en fait, gagner de l'argent, c'est facile. Donc j'appelle mon frère, je lui dis, ouais, tu sais quoi, t'es chaud, on part à Dubaï. Non, c'est pas moi qui ai parlé de Dubaï en premier. Je lui ai juste dit, tu sais, cette année, je vais gagner 300 000 €. Et là, ce mois-ci, je vais gagner 30 000 €. Il me dit, vas-y, qu'est-ce que tu racontes, toi? Je dis, qu'est-ce que tu racontes? Genre, arrête de me parler dans mes oreilles et tout, qu'est-ce que tu racontes? Je lui dis, je vais gagner 300 000 €. Il me dit, ok, pas de souci. Et moi, pour lui prouver une fois de plus, je lui dis, bah, tu sais quoi, viens, on part à Dubaï. Viens, on part à Dubaï si t'es chaud. Viens, on part à Dubaï. Et donc, du coup, je me retrouve à vouloir partir à Dubaï, alors qu'en fait, déjà, le mec, il vient juste de commencer. J'ai encaissé juste des acomptes. Je veux déjà voyager.
Toi, tu viens de lancer ton business. La première année, tu veux déjà t'acheter une voiture avec l'argent de ton entreprise. Tu viens de lancer ton entreprise. Tu veux déjà faire le tour du monde avec ton entreprise. Frère, elle va couler ton entreprise. Et là, je deviens fou. Les plafonds de verre explosent dans ma tête. Et je me dis, mais en fait, c'est facile de gagner de l'argent. C'est facile de gagner de l'argent. Moi, j'ai grandi comment? J'avais la bourse, j'avais parfois des argents de poche. Et encore que ma bourse, elle était 394 €. J'avais de l'argent de poche. J'ai travaillé, j'avais 1500 € de revenus. Donc, je ne peux pas te parler du fait que j'avais vraiment beaucoup d'argent. J'avais même pas d'épargne. J'étais souvent à découvert à l'époque. Donc, je ne connaissais pas tout ça, la gestion financière, gérer son budget. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai eu le sentiment que pour prouver mes propos, il fallait à un tout prix que j'ai quelque chose de palpable. Donc je dis à mon frère, t'es chaud, on part à Dubaï. On prépare un voyage, on part à Dubaï du 8 mai au 18 mai 2019. On arrive à Dubaï, on prépare le voyage. En plus, c'était comme un jeu en fait. C'est-à-dire qu'ils ne me croyaient pas jusqu'à ce que je réserve mon billet. On arrive à Dubaï. Déjà, il faut que j'explique à mes parents pourquoi je vais à Dubaï. Et la réalité, c'est quoi? C'est que ma maman, elle, déjà que j'étais parti de la maison, comment tu vas lui expliquer que je vais à Dubaï faire quoi? Et comment tu gagnes de l'argent? Je gagne de l'argent, je fais des vidéos sur Internet et j'ai des coachings avec des personnes, ils me regardent sur Zoom. Et ensuite, ils me payent. Des fois, on en veut aux parents en disant, mais les parents ne nous comprennent pas. Mais les parents ne sont pas la même génération que nous. Des fois, nous, on fait des choses, ils ne peuvent pas comprendre. Comment ils vont comprendre que aujourd'hui, on peut gagner de l'argent avec un ordinateur? Aujourd'hui, on le comprend de plus en plus. Parce que même aujourd'hui, en télétravail, on fait des choses à distance. Qui l'eût cru qu'il y aurait le télétravail? Mais je ne pouvais pas expliquer à ma mère que oui, je fais des coachings et on va me payer des sommes aussi importantes. Ça passait pas. Donc du coup, j'ai dû tout dire à ma mère que finalement, j'allais partir à Dubaï, j'avais des choses à faire là-bas. Parce qu'effectivement, je devais aller sur Dubaï. Parce qu'à Dubaï, j'allais pouvoir travailler à distance. C'est ça aussi le fait quand tu lances un business en ligne. J'ai pu expérimenter un peu partiellement ça. Tu lances un business en ligne, même quand tu pars en voyage, tu sais que tu vas pouvoir continuer de gagner de l'argent. Et je me rappelle, j'avais une cliente qui habitait à Bruxelles et l'autre, elle habitait aux îles Canaries. Donc pour moi, travailler avec elle, même à distance, c'est possible. C'est pour ça le fait de lancer un business en ligne, ça te permet quand même d'avoir une liberté géographique. Et aussi temporelle, parce que peut-être que lorsque tu dors, c'est là que tu es en train d'encaisser. Mais moi, c'était plus l'heure des encaissements, c'était l'heure du décaissement avec le voyage de Dubaï. Je pars avec mon frère à Dubaï. Déjà, on arrive là-bas, on vit une petite vie. On a pris un bon hôtel, je me rappelle, un 5 étoiles. Bon, de toute façon, Dubaï, là-bas, c'est monnaie courante. On arrive là-bas dans un bel hôtel pour 10 jours de voyage. Quand on arrive à Dubaï, je suis choqué par l'environnement. Déjà, rien que le vol, même en classe économique dans le vol d'Emirates, tu te dis, mais c'est un truc de malade ce pays. On arrive là-bas, un peu comme des pachas, tu vois. Et j'avais l'impression qu'à Dubaï, il y avait trois mondes. J'avais l'impression qu'il y avait les locaux, j'avais l'impression qu'il y avait les touristes, et j'avais l'impression qu'il y avait les travailleurs. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment impressionné à Dubaï. J'avais l'impression, je ne sais pas si toi, tu es déjà allé à Dubaï, n'hésite pas à partager ton sentiment. Quand je suis parti à Dubaï, j'avais le sentiment qu'il y avait vraiment trois mondes. Les travailleurs, les locaux, les touristes. Et je fais mon séjour, tranquillement. On a pris un hôtel, on était bien dans cet hôtel-là. On a rencontré d'ailleurs un des travailleurs qui nous parlait des conditions de travail et tout ça. Apparemment, c'était un peu chaud là-bas. Bref, en tout cas, voilà, j'ai découvert une autre réalité. Tu es au milieu des gratte-ciel, tout ça, mais il y a quand même des réalités qui ne sont pas forcément exposées à nu, mais qui sont quand même existantes. On est à Dubaï, et moi, je me rappelle, je suis là, je me dis, mais punaise, waouh, quelle vie. On fait des activités, jet ski, hélicoptère pour mon frère. On est parti à Abu Dhabi, à la mosquée, c'était visiter, c'était magnifique. On est parti faire du jet ski. On est parti faire du quad dans le désert, monter sur des dromadaires, etc. Franchement, c'était super bien. Mais la réalité de ce voyage, c'est que pendant que j'étais à Dubaï, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là en fait? J'avais beau être à Dubaï, mais je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici?
C'est-à-dire que je suis au milieu des gratte-ciel. Je vois des grands gratte-ciel. C'est magnifique, c'est beau tout ça. Je fais des vidéos sur Instagram à cette époque-là. Elles étaient éclatées mes vidéos, t'inquiète pas. T'as pas besoin de les rechercher. Je fais des vidéos sur Instagram. Et je reçois des messages d'encouragement des personnes qui me disent « Déo, merci pour ce que tu fais. » Et comme à cette époque-là, je vais te raconter une petite anecdote. Et comme à cette époque-là, j'étais un peu... Je ne savais pas tellement à qui je parlais. Parce que la personne m'envoie un message, j'arrive même pas à l'identifier. Elle avait inventé les faux comptes Insta là. Un grand message. Oui, merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Je suis encouragé par tes vidéos, etc. Et comme il n'y avait pas forcément de pronom, la personne, elle avait écrit, je ne sais pas si elle avait fait exprès, de sorte qu'on ne puisse pas identifier finalement si c'était un homme ou une femme. Donc moi, quand je lis ce message, je dis, punaise, c'est qui encore ça? Oui, je me rappelle quand on se posait dans un parc et que tu me donnais des conseils. Je dis, mais punaise, c'est qui ça? C'est qui me dit tout ça? Et donc du coup, après, je suis parti sur WhatsApp et j'ai regardé, j'ai trouvé que c'était mon pote Ahmed. Et je dis, waouh, Ahmed, c'est toi qui me dis des trucs comme ça. Et je me suis dit, ouais, c'est un truc de ouf. Et tu sais, des fois, tu te rends pas compte de l'impact que tu as. Tu te rends pas forcément compte de l'influence que tu as quand tu es avec des personnes dans ton quotidien. Tu as l'impression qu'ils sont avec toi, mais il y en a aussi qui sont tes amis, mais qui t'admirent pour ce que tu es, pour ce que tu fais, mais tu te rends pas forcément compte de l'impact positif ou malheureusement négatif que tu peux avoir pour les personnes qui sont autour de toi. Et donc du coup, à cette époque-là, je fais une vidéo sur Instagram, je suis toujours à Dubaï. Et un soir comme ça, je reçois un message sur Instagram. Je connaissais pas les messages privés, tu sais, les messages dans demande. Je connaissais pas Instagram, je maîtrisais pas. Et puis un jour, je dis, mais tiens, c'est bizarre, ici, il y a des messages que je ne vois pas. Et je clique dessus. C'est une fille je me rappelle, c'est une fille qui est à Dubaï en voyage. Elle m'envoie un message, elle me dit, ah, t'as publié des posts, c'est pas très loin de là où j'habite, etc. Est-ce que tu veux qu'on se voit? Je suis une Française, mais j'habite en Suède, etc. Et je me dis, mais attends. Je suis dans un pays étranger. Il y a quelqu'un qui m'aborde comme ça. Je n'y vois pas de mal, je vais y aller. Et là, j'arrive. Je parle avec elle. Mon frère me dit, non, t'es sûr tu vas aller? C'est bizarre, imagine, on est comme dans un pays étranger. Imagine, tu te fais enlever, tout ça. Et je vais te partager comme quelque chose de très intime en 1 minute. C'est qu'à cette époque-là, je me sentais vraiment seul. Je me sentais vraiment seul. Et j'arrive pas à me dire que j'allais sur des sites de rencontres. J'étais tout le temps sur le site là, tu scrolles. Ah non, ça j'aime bien, j'aime pas. Sur des sites de rencontres. Oui, j'étais sur des sites de rencontres. J'étais accro à pas mal de choses. J'étais sur des sites de rencontres. J'étais là, je passais une journée à regarder sur ou sur un site là qui te permet de retrouver la personne que tu as croisée dans la journée. Et je suis à Dubaï, mais je me sens seul. Je regarde les gratte-ciel. Je me dis, tout ça, c'est beau. C'est une belle réalité extérieure. Mais ma réalité intérieure à cette époque-là, c'est qu'en vrai, je suis dans le mal. En vrai, je suis dans le mal. C'est-à-dire que les gens voient que je fais des vidéos, les gens voient que j'ai soi-disant percé. Parce que je reçois des messages comme ça. Des gens qui me disent, ah, c'est bravo pour ce que tu as fait, on dirait que j'ai percé. Mais je peux t'assurer que j'étais à Dubaï. Mais je peux pas dire que c'était l'un de mes pires voyages parce que à la fois c'était quand même un voyage qui est très plaisant, du moins visuel, sur le plan visuel. C'est-à-dire que tu arrives, c'est voilà, pour ceux qui aiment des belles choses, des belles voitures, des belles maisons, des beaux bâtiments, ça va te plaire. Mais ça plaira pas forcément à tout le monde. Et quand j'arrive là-bas, je me dis waouh, je suis là, mais en fait je suis complètement malheureux. Je suis à Dubaï et j'ai plus envie de rentrer à la maison. Et j'ai plus envie de rentrer à la maison, non pas parce que Dubaï c'était trop bien, mais j'ai plus envie de rentrer à la maison parce que j'ai pas envie de retourner en France parce que je vais retrouver ma réalité. Ma réalité, c'est laquelle? C'est que, en vrai, depuis que j'ai découvert le livre sur les blessures intérieures, je me sens mal. J'en veux à ma mère. Je me sens seul. Je me sens en déprime. Mais c'était très silencieux en fait. C'était pas forcément visible à l'œil nu. Tu me vois, c'était grand smile.
Mais dans mon quotidien, je souffrais. Mais je ne savais pas que c'était une souffrance. Je disais juste que voilà, pour moi, c'était normal en fait ça. C'était normal. Et quand je vois cette fille dont je te parlais tout à l'heure, à Dubaï, elle m'emmène dans un terrain vague. On se donne rendez-vous, elle m'emmène à Nikki Beach. Et c'était une plage comme ça, on dirait une plage de milliardaires comme ça. Millionnaires, j'en sais rien. Mais en tout cas, je crois que c'est comme des espaces privés. Il y en a à Saint-Tropez, il y en a à Miami. Bref, je sais pas le nom pour t'appeler ça, mais en tout cas, je sais que c'était Nikki Beach. Il y en a plusieurs en France, il y en a un, etc. Donc je suis allé avec elle. Et je me rappelle, déjà, je suis dans un pays étranger. Deuxièmement, il y a une personne qui m'écrit sur internet pour me demander qu'on se voit. Parce que soi-disant, elle est française, elle habite à côté. Troisièmement, effectivement, elle existe pour de vrai, on se donne rendez-vous. Et là, on se voit, elle me donne rendez-vous devant son immeuble. Et je vois que tout autour, c'est un terrain vague. Je me suis dit, mais punaise, je vais me faire enlever aujourd'hui ou quoi? Et là, on commence à marcher dans une direction. Et puis elle me dit, mais là, on va où là? Tu connais par ici? Je dis, non, je connais pas. Je dis, j'ai eu trop peur, je crois qu'elle m'emmenait dans un endroit où j'allais me faire enlever. Et là, on arrive, on prend le Uber, on arrive à Nikki Beach et tout. Il faut savoir qu'à cette époque, j'avais une grosse liasse de billets sur moi quand je suis sorti. Parce que je me suis dit, si jamais je vais dans un endroit où je ne connais pas les dépenses qu'il faudra, donc il faut que je prenne toute ma liasse. Donc j'ai pris toute mon épargne de voyage sur moi. Au cas où j'en aurais besoin. Et là, on arrive là-bas, je regarde les prix. Et je me dis, mais c'était en dirhams. Je lis, je dis ok, tac. Mais quand je fais la conversion dans ma tête, et je me dis, mais ça fait beaucoup d'argent en euros. Et je vois la fille, elle me dit quoi? Elle me pose des questions, ou encore tout simplement comment se faire michetonner. Elle me pose des questions. Oui, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je lui dis, bah voilà, entrepreneur à temps plein, je viens de lancer ma société, j'ai pour objectif de gagner 300 000 euros. Tout ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc, des fois on dit oui, mais non, mais oui, mais vous aussi. Non, mais c'est moi qui ai trop parlé. J'ai trop parlé tout simplement parce que je voulais l'impressionner, la fille. Et là, je vois elle commence à choisir des choses sur la carte. Et moi, je regarde ma liasse comme ça. Je dis, punaise, ma liasse, elle est en train de diminuer au fur et à mesure, là. Je me dis, punaise. Et là, elle me dit, et toi, tu prends un? Et je dis, non, moi, c'est bon, juste une petite boisson. La boisson, rien que la boisson, je crois que c'était une quarantaine d'euros. Je dis, oh là là. En tout cas, c'était archi cher. J'ai pas le prix en tête, c'était archi cher. Elle prend une boisson, elle prend à manger. Et moi, je suis en train de suer. Parce que je lui dis, punaise, il faut que je calcule aussi le Uber. Son Uber à elle, mon Uber à moi. Tu vois, quand tu veux mener la grande vie pour rien. Et là, on passe du temps ensemble. Et elle commence à me montrer, ouais, j'aimerais bien qu'on aille à Bali, j'aimerais bien qu'on aille dans telle destination, j'aimerais bien qu'on aille fait ci, c'est ça. On vient de se rencontrer. Il n'y a même pas 1h30. Tu me dis déjà que tu veux faire des voyages avec moi. Tu me dis déjà que tu veux partir au bout du monde avec moi. Mais tout ça, c'est de ma faute. Et je me rappelle très bien à cette époque. Je suis comme ça à Nikki Beach. Je me rappelle très bien en train de lui parler, en train de lui dire, ouais, tu sais ce que je vais faire. Je vais partir à Dubaï. Je vais revenir à Dubaï. Je vais partir à Bali. Je vais partir aux États-Unis. Je vais partir en Afrique du Sud. Bref, j'avais plein d'objectifs, plein la tête. Et après, quand je finis ce moment, je rentre à la maison, à l'hôtel. Je lui dis, ouais, en fait... je crois que je suis en train de me faire michto. Non, jure. Et puis, quand je parle avec elle sur Internet, je parle avec elle sur les réseaux et tout. Et de toute façon, il me restait que 2-3 jours avant que mon séjour se termine. Et quand j'ai compris qu'en fait, j'étais en train de me faire michetonner par mes propres faits, par mon propre orgueil, tout simplement ce que je lui avais montré, je me suis dit, bon, je vais la bloquer. Et je l'ai bloquée direct sur les réseaux sociaux. Je rentre en France au calme. Et quand je rentre en France... Oh là 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 là. Quand je rentre en France, je me dis non. Déjà, j'étais en dépression. J'étais en déprime, en fait. Je voulais pas rentrer en France. Parce que je me suis dit, punaise, je vais rentrer, mais j'ai la flemme de faire mes coachings. Ça veut dire que j'étais même démotivé par le fait de travailler avec mes clients de coaching. Et là, il y en a une qui me dit qu'elle veut mettre pause à l'accompagnement parce qu'elle se sent pas bien dans sa vie, qu'elle préfère mettre une pause ou tout simplement arrêter. Et ça, moi, je l'ai pris pour un échec personnel. Le fait qu'elle me dise qu'elle va arrêter l'accompagnement, je me suis dit, c'est tout simplement parce que je suis nul. C'est pour ça qu'elle va arrêter l'accompagnement. Et je me suis dit, c'est parce que je suis nul qu'elle veut arrêter. Donc je le prends pour moi comme une
je le prends comme quelque chose de très personnel. Je le prends comme si c'est parce que Deo Gracias t'es nul qu'elle veut arrêter le coaching avec toi. Et ça m'a plongé dans quelque chose de très négatif. Je me rappelle très bien quand elle m'a dit ça. J'étais en train de réfléchir pendant moins 1 jour, 2 jours. J'étais en train de penser à ça. J'ai dit, mais en fait, finalement, je suis nul. Et je me suis dit, bon, ok, tant pis, c'est pas grave. On arrête l'accompagnement. J'ai juste encaissé les premiers 400 €. En vrai, j'ai pas demandé le paiement des autres sommes. J'aurais pu le demander. Parce que quand tu structures un accompagnement, tu peux faire en sorte que juridiquement, ton accompagnement soit bien structuré. La personne, lorsqu'elle commence, elle aille jusqu'au bout, sous réserve que sinon, elle risque de te payer tout ou partie en fait, de la formation. Mais moi, j'ai préféré finalement en arrêter là avec elle. Et il s'avère que l'autre cliente aussi m'avait dit, ouais, mais finalement, j'ai changé d'avis. Je ne vais pas forcément commencer l'accompagnement. Parce que l'autre, je l'avais prise, mais je n'ai pas encore commencé l'accompagnement. Je suis parti en voyage. Et là, mes 2 personnes pour qui je me dis, bah tiens, avec eux déjà, je vais gagner 10 000 €. Finalement, les 2 me disent que soit elles vont faire la pause de l'accompagnement, ou soit l'autre, finalement, elle ne veut pas la faire. Parce que lorsqu'elle en a parlé à ses proches lui ont dit non, le fais pas, c'est trop cher, etc. Je peux comprendre. Je peux comprendre son point de vue. Et d'ailleurs, tant mieux que je ne l'ai pas accompagnée, parce que je pense que ce que je lui aurais donné, ça aurait été très négatif pour elle. Mais il s'avère quand même que quand je reviens de Dubaï, fin mai 2019, avec les 2 clientes, une qui se rétracte, l'autre qui souhaite pas faire l'accompagnement, qui souhaite plus faire l'accompagnement parce qu'elle se sent pas bien dans sa vie perso, parce qu'elle avait des problèmes relationnels avec son copain, etc. Moi-même, je reviens, et le mois de juin 2019, c'était le mois le plus long de ma vie, jusqu'à présent. Parce que pendant ce mois, j'étais complètement démotivé. J'avais plus du tout envie d'entreprendre. Tu sais, tu es un entrepreneur, tu te dis qu'en principe, tu travailles tous les jours et que tu ne vas pas attendre le lundi, par exemple, pour faire ce que tu as à faire. Mais moi, à ce moment-là, je me dis non. Je suis le dimanche soir en train de me dire, punaise, demain, c'est lundi. Tu imagines, tu es un entrepreneur, tu as ton propre business, tu n'as pas d'horaire, mais c'est toi qui te dis, non, le lundi. C'est-à-dire que la mentalité de salariat ne te quitte pas aussitôt. Ça veut dire que même si tu vas entreprendre, bah en fait, il y a quand même des réflexes qui fait que tu peux être entrepreneur sur le papier, mais dans ta tête, tu es encore salarié. Parce que tu réfléchis encore comme un salarié les lundis, les jours fériés, etc. Chose qui n'est pas forcément mauvaise, mais à un moment donné, tu fais évoluer ton mindset par rapport à ce que tu veux faire. Moi, je pense que je voulais lancer un business, mais je n'avais pas le mindset d'entrepreneur. Je voulais lancer un business en gardant mon mindset de jeune étudiant là-bas, de gars qui fait les formations, mais de salarié, mais pas forcément une mentalité d'entrepreneur. Une mentalité d'entrepreneur de se dire, bah maintenant, je vais créer une solution pour les autres. Si jamais j'ai un non, c'est pas grave, ça va me rapprocher d'un oui par la suite. Mais moi, j'avais pas forcément cette mentalité d'entrepreneur. Et là, le mois de juin 2019, c'était le mois le plus long pour moi parce que je suis démotivé pour mon business. Deuxièmement, sur le plan financier, tu te rappelles, je m'étais engagé à faire des formations. Et je me suis dit, je vais payer avec l'argent de ma société. Sauf que si les clients finalement elles-mêmes me disent qu'elles souhaitent faire une pause sur l'accompagnement, comment je vais payer ça? Sachant que le chômage, il me restait plus de temps. C'était mon dernier mois. Moi, j'avais eu 5 mois de chômage. Donc, ça veut dire que fin mai, mon chômage allait s'arrêter. Donc, je me retrouve à plus percevoir mes revenus de chômage. Je me retrouve à avoir une démotivation totale pour mes projets. Et comme du coup, j'ai plus d'entrée pour mes business, pour payer les formations, les investissements en formation se sont transformés en dettes. C'est-à-dire que je commence à recevoir des appels d'une société de recouvrement parce qu'en fait, une échéance ne passe pas. À un moment donné, la société, elle a fait appel à une société de recouvrement pour recouvrir la somme que je leur devais. Je leur devais encore pour la formation de 7 500 un peu plus de 5 000 €. Et là, je me dis, j'ai pas envie de payer. Mais ça marche pas comme ça. La société de recouvrement m'envoie des messages. Oui, bonjour. Vous nous devez près de 5 000 € auprès de cette société, vous n'avez pas payé. Comme c'était juste un mail au début, j'ai dit tiens, je vais les esquiver. Après, ça commence des appels. Et je reçois des appels de la société de recouvrement. Je reçois l'appel de l'école de coaching qui me dit
Ouais, mais tu n'as pas fini de payer la formation. Si tu ne payes pas la formation, on ne pourra pas te donner le diplôme. Je me dis, waouh. Émotionnellement, je me sens fatigué. Je me sens fatigué. Physiquement, alors là, je t'en parle même pas. Je me couchais à 5h du matin. Et je me levais à 16h. Pas parce que j'avais envie de me lever à 16h. Tout simplement parce que j'habitais chez ma tante. Et elle rentrait à la maison vers les coups de 16h. Donc je me levais vers les 15h45. Comme ça, quand elle rentre, je suis déjà apprêté. Je suis déjà prêt sur mon ordinateur en train de faire semblant de travailler. Parce que pour moi, ma valeur dépendait de ce que je faisais. Donc si on me voit travailler, c'est que je suis sur le bon chemin. Alors qu'en réalité, rien du tout. Si tu confonds ton activité avec ton identité, le jour où tu perds ton activité, tu peux te retrouver en grosse désillusion, dépression. C'est comme des personnes qui avaient tout. L'argent, c'était tout. Le travail, c'était tout. Leur famille, c'était tout. Et le jour où ils perdent quelqu'un, complètement ébranlé. Et moi, c'est comme ça que je vivais à l'époque. Ce que je faisais était plus important ce que je faisais était plus important que ce que j'étais. À cette époque, je me voyais comme ça. Pour moi, j'avais beau entreprendre, faire des business. Oh, je vais aller à Dubaï. Mais tout ça, pour moi, c'était du vent en fait. Et quand je reviens de Dubaï, avec tout ça, je loue un bureau à Montparnasse. Mais je suis démotivé. Je n'ai plus envie de travailler. Je suis physiquement cassé. À tel point même que je commence à partir à la bibliothèque, notamment à la Fnac. Et je commence à chercher des vidéos. Je cherche des vidéos je cherche des livres, sur la dépression. J'arrive à la bibliothèque, je lis des livres sur la dépression. Je me dis, comment on sort de la dépression? Comment on sort de la dépression? Et j'étais sincèrement abattu. Mais le plus dur dans cette histoire, c'est quand tu traverses une difficulté ou tout simplement quand tu es dans des problèmes, mais que personne n'est au courant. Et que tu traverses tout ça tout seul. Tu es endetté, mais tu n'en parles à personne. Tu souffres émotionnellement, mais tu n'en parles à personne. Et c'est très difficile, en fait, finalement, de rester dans le silence. Et moi, pourquoi je suis resté dans le silence? Tout simplement parce que le fait de rester silencieux, ça allait montrer que je garde la face. Que je montre à ma mère que finalement, tout va bien, alors que tout allait pas. Que je montre à mes proches que tout va bien, alors que tout allait pas. Je me retrouve à cette époque avec une société de recouvrement sur le dos. Je me retrouve à être démotivé. Je me retrouve physiquement fatigué. Je me couche archi tard, je me lève archi tard. Et encore, j'aurais pu dormir plus tard. C'est juste que ma tante est rentrée à la maison, donc il fallait que je sois debout, faire semblant de travailler. Et à cette époque-là, en termes de solutions, les seules solutions que j'avais, pour moi, à cette époque, c'est que j'avais au moins mon tonton Pierre, donc le Peter, que je l'appelle aujourd'hui. Il m'aide, il me soutient. Et de temps en temps, il m'aide. Il va m'aider financièrement. Il va m'aider, par exemple, m'acheter des livres, des carnets, etc. Il m'aide. Mais à ce moment-là, je pense à faire quoi comme solution. Je pense à quoi comme solution? Je pense uniquement à essayer peut-être d'aller voir des gens pour me tirer des cartes. Et je me rappelle, j'étais parti voir une fille justement qui était à l'école de coaching qui m'a tiré des cartes. Elle me disait oui, je pense que ta vie c'est ça. Et après la session, j'ai pleuré comme jamais. Parce que je me suis dit j'étais encore plus malheureux, j'étais encore plus mal. Je voulais des explications en fait pour mon mal-être. J'allais à la bibliothèque, à la librairie, à la Fnac. Je lisais des livres sur la dépression. J'étais pas bien en fait. J'étais un coach malade. Ça veut dire que tu veux aider les autres, mais toi-même t'es malade. Tu veux aider les autres, toi-même t'es malade. Tu dois guérir d'abord. Mais moi je ne savais pas que j'étais complètement malade, aussi malade que ça. Et il s'avère qu'un jour, pendant une session de la formation de coaching à 7500 €, la coaching haut de gamme, qui n'était pas... Officiellement, c'était terminé, mais j'avais encore accès à la plateforme de formation. Parce qu'une fois que tu fais tes 3 mois, tu peux encore accéder à la plateforme de formation pendant un certain temps. Et un jour, pendant que j'étais en session de coaching, avec le coach justement, et il parle à une des étudiantes de la formation, il lui dit « Mais à chaque fois, tu dis qu'il te manque quelque chose. Mais il ne te manque rien du tout. Tu te poses toujours la question, qu'est-ce qu'il me manque pour réussir? Qu'est-ce qu'il me manque pour commencer? Tu te poses toujours cette question. Mais parfois, il ne te manque rien du tout. » Et quand le coach lui dit ça, moi j'entends cette parole, je me dis « Mais attends.
ça me concerne. J'avais toujours le sentiment que malgré tout ce que je faisais, il me manquait toujours quelque chose. Il me manquait de l'argent, il me manquait plus du temps, il me manquait d'aller plus vite, etc. Et à la fin de la session de coaching, je me rappelle, c'était un mardi au mois de juin 2019. Et je me suis dit, j'ai fini la session, je me regarde devant le miroir et je commence à pleurer. Et je me dis, mais c'est pas ça ma vie. C'est pas ça ma vie en fait. C'est pas ça ma vie. Genre, c'est pas ça ma vie. Purée, qu'est-ce qui va pas? Je loue un bureau. J'ai une société. Je fais du coaching, soi-disant. Mais même malgré tout ça, j'arrive pas à m'en sortir en fait. Je lis des livres, mais ça passe pas. Je lis des livres, mais ça passe pas. À cette époque-là, je peux pas m'intéresser à la foi, parce que je me disais, quand j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'allais à l'église. J'ai toujours une éducation chrétienne, notamment l'éducation. On avait même un groupe de maison où les personnes venaient prier les mardis soirs à la maison. Mais pour moi, c'était juste la religion. Pour moi, c'était juste la religion des parents. Ça concerne juste les parents. Moi, je me sens pas forcément concerné par ça. D'ailleurs, la preuve, j'avais beau aller à l'église, mais je volais dans les magasins. Je faisais toutes sortes de choses. J'empruntais dans les magasins. Je faisais toutes sortes de choses. J'ai fréquenté parfois des gens qui étaient peu fréquentables. Et un jour, je vais m'en sortir, je vais entreprendre, lancer des business, mais même malgré ça, purée, je me manque la paix, en fait. Je manque la paix. Je suis en train de réfléchir en me disant, mais punaise, mais qu'est-ce qui va pas? Et je me rappelle, j'ai pleuré. Je me suis dit, ce jour-là, j'ai touché le sol. Et je me suis dit, j'ai touché le bout. Et je me suis dit, non, je peux pas tomber plus bas. Mais c'était très difficile pour moi parce que je montrais aux autres que tout allait bien. Je montrais les rares fois où j'appelais ma mère, je lui disais que ça va. Quand les autres me demandaient ça va, mes cousines ça va, oui ça va. Mais quand je suis tout seul à la maison, je suis complètement abattu. Mais ça, j'en parle à personne. Et pendant tout le mois de juin 2019, j'étais en train de réfléchir, d'aller à la bibliothèque, trouver des livres. Je ne pouvais pas chercher des solutions pour moi dites chrétiennes, parce que pour moi, j'avais le sentiment que ça n'a changé rien à ma vie en fait. Donc quand tu te retrouves à 22 ans, tu te retrouves en dépression, tu te retrouves endetté, tu dois associer de recouvrement sur le dos, tu te retrouves à vouloir chercher des solutions, mais tu sais pas trop comment faire. Et là, le mois de juin passe, je dis à personne ce que je vis. Il y a juste mes larmes et moi. Il y a juste la société de recouvrement et moi. Il y a juste la dépression face à moi-même. Et le mois de juin, il passe, il était très long. Et le mois de juillet 2019, début juillet 2019, ma soeur m'invite dans son église. Ma soeur, elle m'a invité dans son église pour la première fois. C'était en 2019. En juillet, parce qu'ils avaient chaque année une conférence annuelle qui s'appelle Impact Conférence. Et à cette époque-là, en 2019, ils avaient loué le Palais des Congrès de Montreuil pour réaliser cet événement. Il y avait plus de 5000 personnes. Et elle m'invite. Elle me dit, tu sais Léo, si tu veux, viens dans mon église, on fait en conférence, on va mettre à disposition des stands pour les entrepreneurs, etc. Et moi je lui dis, ouais, non, mais je peux pas. Elle insiste sur le fait que, ouais, au moins il y aura des stands pour les entrepreneurs. Et moi je me dis, de toute façon, j'ai essayé la religion, rien du tout. J'ai essayé la psychologie, rien. J'ai essayé la philosophie, rien. On m'a tiré des cartes, rien. Malgré tout ça, j'ai cherché des solutions. Parce qu'en fait, je voulais m'en sortir en fait. Je sentais un vide en moi. Je sentais une tristesse en moi. Et la preuve de ce vide, la preuve de cette tristesse, c'est quand tu te retrouves seul et que tu commences à pleurer sans raison, sans explication. Là aujourd'hui, je suis ému pas parce que je suis encore dans ça. Je suis juste ému parce que je repense à d'où j'étais avant. Et quand je suis en train de te faire cet épisode, c'est possible. C'est parce que je sais que c'est vraiment possible de changer de vie. Mais je ne le savais pas encore avant. Elle m'invite dans son église. Et j'arrive, c'était au Palais des Congrès de Montreuil. Et j'arrive là-bas, je dis, waouh, c'est un truc de malade. Elle m'invite. Déjà, la première invitation, j'y avais décliné. Ça, c'était pour y aller le 4 juillet. J'avais décliné. Mais j'y suis quand même parti le 5 juillet. Ça devait être un vendredi, si je ne me trompe pas. Je vais vérifier. En 2019. Le jeudi, j'ai pas voulu y aller parce qu'en fait, elle m'a dit, viens.
Et il y a des gens qui vont venir chercher des trucs qui vont ramener pour le palais des congrès. Parce qu'elle avait loué un stand. Elle avait loué un stand pour exposer son activité de make-up, Anziel Make-up. Petit placement de produit. Elle avait loué un stand et il y avait des gens qui allaient venir récupérer le matériel pour le mettre sur son stand. Et quand j'ai vu les gens, j'ai dit mais eux ils ont trop des têtes d'église. Oh là 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 là, ils ont trop des têtes d'église et tout ça. Ça me dit rien. Je vais pas aller, je les ai méprisés, je les ai jugés. Et donc du coup je me suis dit non, je vais pas aller avec eux. Et finalement le vendredi, j'y suis quand même allé. Et quand j'arrive là-bas, je dis mais attends, pause. Il y a 5000 personnes. Il y avait du monde de partout. Il y avait des stands. Il y avait des stands partout. Je dis waouh, c'est magnifique tout ça, c'est beau. Mais comme moi on m'avait dit viens pour les stands pour les entrepreneurs, j'étais venu principalement pour ça. J'étais pas venu pour entendre la parole. J'étais pas venu pour entendre la parole. Mais quand j'arrive au stand, je vois qu'il y a des stands des agences immobilières, il y a plein de choses. Je dis wow, mais c'est génial ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, malheureusement, ou pas, ou heureusement, je suis arrivé à un moment où les stands allaient fermer. Donc c'était les moments de session plénière. C'est-à-dire les moments où on allait entendre des différents messages, où les pasteurs qui étaient venus du monde, d'Afrique, d'autres continents, qui allaient parler, qui allaient ce qu'on appelle prêcher tout simplement, partager la parole. Et il y a un des pasteurs, avant de prêcher, il y avait un temps d'ailleurs de louange. Et pendant ce temps de louange, je me suis dit waouh, je sais que Dieu existe. Je sais que Dieu existe. Genre, j'ai dit waouh. Désolé, j'ai pas de mouchoir. J'ai dit waouh, je sais que Dieu existe. 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 Pourquoi? La louange, il y a un temps de louange, non, de louange, d'adoration. Je me dis waouh, je sais que Dieu existe. Et il y a quelque chose de saint qui a été créé en moi en me disant waouh, je sais que Dieu existe. Et le 6 juillet, ma soeur m'invite à l'église. Elle me dit si tu veux, tu peux revenir le lendemain, samedi. Et moi je dis non, désolé, je peux pas venir, j'ai des choses à faire pour mon activité. Frère, j'avais rien à faire. Et je voulais juste pas qu'elle croie que j'étais intéressé par ces trucs-là d'église. Et donc du coup, je me dis bah tiens, je vais pas aller le 6. Et le 7, j'arrive à l'église parce qu'elle m'avait donné l'adresse de l'église où j'étais allé une fois comme ça, d'ailleurs je l'ai critiqué. J'arrive le 7, j'arrive à l'église à Boissy-Saint-Léger à l'époque. Je vois qu'il y a personne. Moi, j'avais compris que le samedi, c'était la fin du séminaire. Je ne savais pas que c'était le dimanche. Et moi, j'arrive à l'église, je vois qu'il n'y a personne. J'appelle ma soeur, oui, comment ça, il n'y a personne? Je viens dans ton église, il n'y a personne. Et je la fais un peu culpabiliser. Ouais, moi, je viens dans ton église, il n'y a personne qui est là, etc. Alors que moi, je me suis déplacé. Et là, elle me dit, non, t'inquiète pas, viens. T'es dans le Uber, viens. Je vais te payer le Uber jusqu'à Porte de Montreuil. Et là, je me rappelle dans l'Uber, je suis tout excité, je parle au chauffeur, je lui dis ouais, je pars dans une église, il parle de différents sujets, etc. Déjà, je me retrouve à lui parler comme ça, alors qu'en fait, moi-même, ça faisait qu'un seul jour où j'étais allé, et ça m'avait intéressé et attiré la louange, l'adoration. Et là, je me dis wow. Le chauffeur, il était tellement choqué qu'à la fin, il m'a dit ouais, n'oublie pas, faudra prier pour moi, faudra prier pour moi. Je me rappelle, c'était un chauffeur comme ça, c'était un arabe et tout, on avait parlé et tout, et il me dit, oui, je sais que t'es un musulman, mais il m'avait dit, ouais, non, faut prier pour moi et tout ça. Il était très enthousiaste. Parce que moi-même, j'ai démontré un grand enthousiasme à ce sujet. Et là, j'arrive, j'écoute encore le message. Je dis, waouh. Un pasteur qui s'appelle Mathieu, pasteur Mathieu, il prêche sur les finances. Et moi, je me tiens la tête, je me dis, mais attends, pause. Il y a ça dans la Bible? Depuis quand on parle de finances dans la Bible? En plus, il parle de finances, il parle de s'étirer, il parle vraiment, je me dis, punaise, ça ressemble au séminaire auquel j'allais, quand j'allais à des événements, un peu plus tôt, des séminaires, on était 2000 personnes, là on est beaucoup, et il nous parle de finances. Je me dis, mais attends, si je savais qu'on parlait ça dans la Bible, j'aurais pas investi tout cet argent là-bas à l'extérieur. Mais jusqu'à présent, je suis juste intéressé, je sens qu'il y a quelque chose qui naît en moi, mais pour moi, voilà, c'est juste quelque chose de très cool. Et ma sœur m'a invité à nouveau à l'église le 14 juillet 2019. Je pars à l'église, je fais mon culte tranquillement. Elle m'invite à nouveau à l'église le 21 juillet 2019. J'y retourne.
Elle m'invite à nouveau à l'église le 28 juillet 2019. Il faut savoir que pendant tous ces mois, pendant tous ces dimanches, j'ai découvert un pasteur qui ne faisait que de parler, un pasteur qui m'avait interpellé notamment par ses messages, et j'ai tapé Bible blessure intérieure. Et comme par hasard, je tombe sur ce pasteur-là qui avait fait toute une série sur les blessures intérieures. Et moi, je consommais ça. J'écoutais, matin, soir, j'écoutais. Et je me suis dit, waouh, je savais pas qu'on parlait de tout ça dans la Bible. On parle de finances, maintenant on parle de blessures intérieures. Punaise, j'ai perdu du temps. Et à un moment donné, à la fin du mois de juillet 2019, il y a un décès dans ma famille. C'est la première fois de ma vie que j'étais exposé à un décès. C'est la première fois de ma vie que j'étais exposé à quelqu'un qui était mort. Pour le dire franchement. Quand on était enfant, je sais pas pour vous, mais on cache toujours quand il y a un décès. Quand il y a un décès, on cache toujours, on dit les enfants ne venaient pas, comme si ça se respecte. Et c'est souvent, on n'a pas forcément l'habitude d'être exposé à des gens qui sont décédés, quoi. Et en même temps, c'est glauque, qui a envie de voir ça? Et là, première fois de ma vie que je vois un décès de ma famille, un tonton que j'affectionnais énormément. Et j'arrive à la morgue, je regarde ce tonton. Et tout le monde est en train de pleurer. Moi, je pleure aussi. Et puis à un moment donné, j'ai une pensée, c'est... en fait, là, on est en train de pleurer son corps, mais il est vraiment parti, en fait. Maintenant, la question, où est-ce qu'il est parti? Je n'avais pas de réponse à ça. C'était juste une interrogation. Et cette expérience m'a donné une sorte de crainte de la mort. Et je me suis dit, punaise, la mort, c'est réel. La mort, c'est réel. Et j'ai eu comme une crainte de Dieu, en me disant, mais si je meurs, où est-ce que je vais partir, en fait? Et cette peur est née, cette crainte est née en moi. Et je me suis dit, déjà, avec le temps que j'avais vécu en début juillet, où je me suis dit, je sais que Dieu existe, alors là, qu'est-ce qui va se passer, en fait, si je meurs demain? Mais je n'avais pas de réponse, et personne à qui poser ces questions, parce que ces questions-là, je les gardais pour moi. Et là, il s'avère que le 27 juillet 2019, j'écoute une prédication toujours d'un pasteur Marcelo. Et je me rappelle, la prédication, il avait dit une phrase qui m'avait interpellé, c'était beaucoup de chrétiens vont à l'église par habitude, mais ne vont pas dans le but de rencontrer Dieu. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, rencontrer Dieu? Je vais à l'église, ça fait 4 dimanches que je vais à l'église, ça fait 3 dimanches que je vais à l'église, je donne de l'argent là-bas, je suis quelqu'un maintenant. Je donne 10 euros, 15 euros, 20 euros, j'écoute le message, c'est ça être chrétien. Donc pour moi, être chrétien, c'est je pars à l'église le dimanche, j'écoute le message, je rentre chez moi et puis basta. Sauf que, quand j'écoutais ce message, le 27 juillet, je me suis dit, comment ça on peut vivre plus avec Dieu? C'est alors que le 27 juillet, je me dis, si c'est vrai, ça tombe bien, dimanche 28 juillet, c'est l'église. Et je vais partir à l'église, et si vraiment ce Dieu existe, si vraiment le Jésus dont j'entends parler est vivant, je vais expérimenter personnellement. Et il faut savoir toujours que, ok, je suis intéressé, attiré par tout ça, mais il y a comme les dettes, il y a comme la dépression, il y a quand même mes propres soucis perso en fait. Et le 27, je me dis, tiens, je vais partir à l'église demain, et je prépare une course Uber en avance. Je prépare ma course Uber, je prépare mon costume, une tenue, et je me dis, tiens, je vais partir à l'église. Et il faut savoir que tous les autres dimanches, c'est ma soeur qui m'avait invité à l'église. C'est Angela. Elle m'avait invité à l'église, elle me dit, oui, si tu veux venir à l'église, tu me dis, mais elle m'a invité à chaque fois. Sauf que le 28 juillet, il faisait super beau. Alors que je l'appelle, oui, Angela, ça dit quoi? Je lui dis, ouais, Angela, ça dit quoi là? Là, j'arrive à l'église, toi, t'es où? Tu vas t'asseoir où? Et là, Angela me dit, ah non, je suis désolé, aujourd'hui, je viens pas, je suis malade, j'ai mal à la tête. Je dis, oulala, pause. Ça veut dire quoi, j'ai mal à la tête, Angela, s'il te plaît? Et tu sais pourquoi je voulais pas qu'elle me fasse des phases comme ça? Parce qu'en fait, quand les gens me voyaient à l'église, je disais toujours que c'est ma soeur qui m'a invité. Ah, Déo, t'es là aujourd'hui? Ah, t'es encore revenu? Ah, t'es là aujourd'hui? C'est elle. Alors que là, ce jour-là, je n'allais pas avoir de prétexte, si ce n'est le fait que je suis venu moi-même, comme si moi-même j'étais intéressé par ces trucs-là, en fait. Et donc, du coup, j'écoute, je vais devant, je m'assois. À mon grand regret, Angela n'est pas là, parce qu'elle a mal à la tête, retiens bien ça. Et là, bon, j'écoute le message,
mon pasteur Ivan, il parlait du message, de comment est-ce que pendant les vacances, on pouvait quand même veiller pendant les vacances. Garder le dépôt, c'est-à-dire garder notre communion avec Dieu même pendant les vacances et ne pas se relâcher avec toutes sortes de distractions pendant les vacances. Et j'écoute le message. Et à la fin du message, le pasteur fait un appel. Parce que tu sais, moi, je pensais que la vie chrétienne, c'était juste une vie de je vais à l'église le dimanche et puis voilà. Mais pour moi, c'était pas non plus le fait de me dire qu'après ça, il y avait encore quelque chose. On pouvait vivre une vie différente en Christ. Pour moi, c'est tout ça. Déjà, j'entendais le mot Christ, j'entendais le mot église, j'entendais le mot baptême avant, mais pour moi, c'était... J'allais, hein. Mais moi, j'étais loin de tout ça. Et là, j'écoute le message. Et le pasteur, il fait un appel. Faire un appel, c'est tout simplement quand tu as l'opportunité d'entendre la parole de Dieu, quand tu as l'opportunité d'entendre parler du message de l'évangile, en fait, la Bible dit que c'est bien d'entendre parler. Mais tu es sauvé simplement lorsque tu crois dans ton cœur, tu vois. Et moi, j'écoute. Et je sens dans mon cœur qu'il faut que je fasse quelque chose. Je sens dans mon cœur qu'il faut que je réponde à cette invitation. Je sens que c'est comme si quelqu'un frappe aux portes de mon cœur. Mais j'ai pas forcément envie d'ouvrir parce que je me dis à ce moment-là, ouais, mais j'ai testé la religion, si ça marche pas une fois de plus. Ouais, mais si je rentre dans ces trucs de religion, je vais arrêter mes bêtises, je vais arrêter mes bêtises, je vais arrêter tu veux tout savoir, toi. Et je me dis, je vais arrêter tout ce que je fais. Ça veut dire que je vais abandonner tous mes projets. Moi, je vais l'entreprendre, mais alors que je sais qu'avec Dieu, l'entrepreneuriat, c'est mort et tout ça. Moi, je veux pas arrêter mes trucs. Mais il s'avère que ce jour-là, j'écoute quand même le message. Et puis à la fin, le pasteur fait un appel. Faire un appel, c'est donner à quelqu'un l'opportunité de recevoir Jésus, en fait, dans son cœur. C'est-à-dire recevoir la vie, recevoir le message de l'évangile. C'est recevoir finalement la parole dans son cœur. Et cette parole, je ne savais pas les impacts qu'elle pouvait avoir dans ma vie. Mais à ce moment-là, j'ai juste besoin d'une seule chose. Je suis en déprime, je viens à l'église de temps en temps, là je suis tout seul, face à moi-même ou face à Dieu. Et le pasteur lance un appel et dit qui veut donner sa vie à Jésus. Moi, tête baissée. Je regarde, je me sens concerné, mais d'un côté, je sens un peu un combat, une sorte de lutte en moi-même. Parce que tu ne veux pas rentrer dans un nouveau processus. Tu ne veux pas rentrer dans la religion. Moi, j'avais juste besoin d'avoir une solution à mon vice intérieur, à mes souffrances intérieures. Je ne cherchais pas de religion, parce que j'avais essayé, mais ça ne fonctionnait pas. Et ce jour-là, le plus beau jour de ma vie, le 28 juillet 2019, alors que j'étais au plus bas, alors que j'étais en dépression, j'ai dit, Jésus, si vraiment tu existes, viens dans ma vie, change ma vie. Je n'ai même pas fini de lapsus. Je n'ai même pas fini de parler. Je suis tombé. Et c'est comme si quelqu'un me renversait de l'eau sur ma tête. Ça coulait sur ma tête et ça coulait en moi. Et je me suis dit, waouh. Et après ça, tout a changé.